Bien. Alors, dans ce TP, on va commencer l'accès aux bases de données. On avait construit un formulaire de saisie des étudiants et un formulaire de recherche d'étudiants. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, ici, si on regarde un peu le formulaire de saisie des étudiants, j'ai le numéro, le nom, le prénom, la date de naissance ici, le sexe, l'adresse, la ville, le pays, le téléphone, l'email et la situation familiale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une table qui ressemble à ça. C'est-à-dire une table dans une base de données SQL Server dans laquelle je vais mettre tous ces champs-là. Et dans ce formulaire ici, dans le formulaire recherche étudiant, j'ai un petit moteur de recherche avec des critères de recherche. Et on avait créé un data grid view. Ce data grid view, on va le remplir avec, en premier lieu, avec tous les étudiants. Et après, on va faire intervenir ces critères de recherche pour pouvoir suivre la recherche et ne mettre dans le data grid view que les étudiants qui répondent à ces critères de recherche. Dans un premier temps, on va créer la table. Alors, on va aller ici. On va faire tout ça avec SQL. On peut le faire avec en assistant. Alors, pour faire vite, on va le faire en assistant. On y va. Alors, je vais faire touche droite. Nouvelle base de données. Je reprends. Alors là, regardez, quand vous créez une base de données, vous avez déjà fait ça en assistant. Quand vous pouvez le créer en SQL avec Create Database. Mais nous, on n'a pas le temps pour aujourd'hui. On va le faire rapidement avec le mode assistant. On va l'appeler, alors le nom de la base de données, on va l'appeler GSUP. On va se rappeler de ça. Il crée deux fichiers GSUP de type données et GSUP log de type journal, ici. Et je fais ajouter. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais supprimer. Voilà, je supprime et je fais OK. Il va me créer une base de données qui s'appelle GSUP. Voilà. Je reviens sur SQL Server, je fais touche droite, j'actualise, donc je clique. Là, j'ai ma base de données vide. Regardez, j'ai ma base de données vide, j'ai GSUP. Où est-ce qu'il y a GSUP? Voilà, elle est là. Alors, ma base de données, ici, je clique ici, je vais faire toujours rapidement en mode assistant. Dans table, ici, je fais touche droite et je fais nouvelle table. Et là, il me donne la table en mode création. C'est comme si vous avez fait Create Table. Il me donne une table en mode création. Alors, j'ai le num E. Je vais le faire, choisissez toujours le nvarchar. Au lieu de nchar ou varchar, vous choisissez toujours nvarchar. Nvarchar, son avantage, et je vais le mettre sur 50, ça me suffirait. Nvarchar, vous pouvez mettre même des lettres qui ne sont pas françaises. Vous pouvez mettre de l'arabe dedans, vous pouvez mettre, si vous avez un alphabet bizarre, chinois ou russe, vous pouvez mettre des mots comme ça. Nvarchar, c'est un type de variable. C'est un type de chaîne de caractères variable. Le deuxième avantage du nvarchar, c'est que si vous mettez varchar, ou si vous mettez char, lorsque vous mettez par exemple sur 50,
Parce que vous mettez que deux caractères, il remplit avec des vides, avec des espaces. Le n varchar, il prend la taille de la valeur que vous avez mis dedans. Ça marche. Je fais nom E. Alors, si on a des noms du Sahara, vous vous retrouvez avec des noms très grands. Alors, vous leur mettez des tailles qui peuvent les supporter, sinon vous aurez des valeurs tronquées. Comme dans le cas, par exemple, comme dans le cas de certains pays africains comme le Congo, le Togo, vous vous retrouvez avec des noms du père, du grand-père, de la tribu d'où il vient, et ainsi de suite. Ça, c'est comme ça. Dans le sud du Maroc, par exemple, dans le Sahara marocain, vous vous retrouvez avec des noms qui sont grands. Parce qu'ils référencent, par exemple, les Égyptiens, ils ont un nom triple. Son nom, le nom de son père et le nom de son grand-père. Vous vous retrouvez avec des chaînes de caractères. Alors, lorsque vous estimez la taille de vos champs, il faut toujours prendre en considération la taille maximale que vous pouvez avoir. Sinon, vous vous retrouvez avec des champs tronqués. Et des fois, c'est... Alors, j'ai quoi aussi? Alors, j'ai le nom, le prénom. J'ai une petite mémoire. Alors, j'ai un varchar de 250. Bon, eux, ils mettent un varchar de max, mais j'aime pas trop. De 250. Alors, la taille du varchar, je crois, c'est le maximum de 255. Et puis, prénom E. Oh. Prénom E, c'est toujours, moi je suis paresseux, je fais copier-coller. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi? Le prénom, la ville, le pays. Ça, c'est recherche. Je vais faire la saisie étudiant, voilà. Comme ça, j'aurai tout le champ. Ça, c'est pas ça. Celui-là, alors, un prénom, date de naissance, sexe. Alors, pour la date de naissance, date, naissance, E, je mets deux types. Date, time. D'accord? Ne mettez pas date. Pourquoi? Parce que pour certaines versions de SQL Server, il n'y a pas le type date. Pour certaines versions de SQL Server, il n'y a pas ce type. Ça veut dire qu'il faut que, normalement, vos champs soient, vous choisissez le type de données qui marche pratiquement dans toutes les versions de SQL Server. On met le date type. Le sexe E, on va mettre un seul caractère. Ça veut dire qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un chat. Un chat de 1. Je vais mettre ou M ou F. Chat de 1, c'est une chaîne de caractères sur une position stricte. Quand vous mettez char de 20, vous devez mettre 20 caractères. Quand vous faites char de 1, vous devez mettre un seul caractère. Ça marche? Il faut arrêter de comparer aussi. Alors, le sexe, comme ça, qu'est-ce que je fais? L'adresse, la ville, l'adresse aussi, c'est grand. Adresse, E, et je mets une chaîne de caractères sur 250 caractères. Qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce que j'ai aussi? Ville, pays, téléphone. Alors, ville E, pays, je vais faire vite, E, tel E, qu'est-ce que j'ai aussi? Je reviens sur les types. Email et situation familiale. Email, E, situation familiale, SFE. Situation familiale, on va l'écrire. Situation familiale, E. Alors, pour la ville E, je mets un nvarchar, faut pas exagérer, un nvarchar de 100. Pour le pays, la même chose, un nvarchar de 100. Pour le téléphone, et aujourd'hui sur des caractères, sur des numéros, je ne sais pas de ce qui va se passer, je le mets sur 20. Pour l'email, je le mets, l'email, ça doit prendre vers les 150. Oui. Ah? N varchar? Oui.
C'est un numéro. Je ne vais pas mettre numérique. Quand est-ce que je mets un champ numérique? Quand j'aurai besoin de faire des calculs. Si vous vous retrouvez par exemple 8 dans un numéro de téléphone qui est étranger, il vous donne l'indicatif entre deux parenthèses. Vous dites l'indicatif par exemple 0, je ne sais pas l'indicatif des autres. Par exemple sur le 42, les parenthèses, comment tu vas faire? Les espaces, comment tu vas faire? On peut mettre 0 sur 42. Oui, mais quand vous remplissez sur un logiciel, vous allez rappeler au téléphone, vous remplissez, vous pouvez mettre des parenthèses, vous pouvez laisser des espaces, des séparateurs entre les numéros. Et là, vous vous retrouvez avec une contrainte numérique, vous lui dites c'est un outil, mais qui ne sert pas à grand chose. Est-ce que tu vas faire descendre des numéros de téléphone? Non, c'est bon. Tu restes tranquille. Hein? On peut mettre les chiffres aussi. Un varchar, il accepte tout. Les chiffres, les caractères spéciaux, tout. Vous pouvez mettre tout dedans. Et puis, la situation familiale aussi, je vais mettre un char de 1. Et je l'ai fait exprès pour faire cette gymnastique entre le combo box et lire ce qui est dans le combo box. Oui, le téléphone, c'est un N-varchar de 20. On sera mort si on avait un numéro. Et l'email, c'est un N-varchar de 150. Très bien. On a créé la base de données. Alors, quels sont les champs qui sont obligatoires? Regardez. Alors, le nom, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe. Quels sont qui ne sont pas? L'adresse, la ville. Alors, l'adresse, la ville. Alors, le numéro, je n'autorise pas le nul. Ici, c'est autoriser le nul. Ça veut dire, il faut découcher. Et ici, vous vous dites que c'est plus facile comme ça, au lieu de SQL. Non, parce que vous ne pouvez pas transporter tout ça chez le client pour que vous l'exécutiez. Normalement, votre base de données doit être écrite avec SQL. Vous faites passer directement chez le client, vous passez le script SQL, vous avez une base de données en 4 secondes qui marche. Et en plus, vous savez manipuler votre base de données avec de SQL. C'est pour ça qu'on le fait avec SQL. Le nom, il est obligatoire, le prénom, il est obligatoire, la date de naissance, il est obligatoire, le sexe, il est obligatoire, l'adresse, non, la ville, non. Qu'est-ce qu'on a décidé la dernière fois? Le pays est obligatoire. Bon. Pays obligatoire. L'email et la situation. L'email, il n'est pas obligatoire. Le téléphone, il n'est pas obligatoire. On va enlever ça. On va enlever ça. Alors, dans font, je vais changer ça. Et underline, je vais le mettre. Je vais le désactiver, le underline. Voilà, souligner, hop, il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'email. Le pays aussi, je l'enlève. Bon, je le garde. La situation familiale est obligatoire. Alors, je reviens sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le pays est obligatoire. Le téléphone, il ne l'est pas. L'email, il ne l'est pas. Et la situation familiale, elle est obligatoire. J'enregistre ma table et je l'appelle étudiant. Oui. Comment? Téléphone, il n'est pas obligatoire. Si. Vous avez découché en fait. Ah oui, vous avez raison. Alors le téléphone, voilà, et j'enregistre. Ah, je vais me casser la tête. Bien. Je sors de là. Oui, il ne veut pas. Je n'ai pas la main pour ça. Allez, j'ai une table étudiant. Voilà les champs de la table étudiant. Ça marche pour le moment. Pour ouvrir cette table en mode exécution, c'est-à-dire mettre des données dedans, je fais touche droite et je fais modifier les 200 lignes plus haut. Ça, vous savez. Voilà. Je mets un petit numéro 1. Bon. Je mets 1. Le nom. Alaoui. Le prénom.
Mohamed. La date de naissance, je mets le 12/12/2000, il a 15 ans. 1980, il est vieux. Le sexe, je mets masculin ou féminin, je mets M. L'adresse, je mets 40. Arrêtez de cliquer. 43 rue Gauthier. Ville, je mets Casablanca. Pays, je mets Maroc. Téléphone, je mets 06 63 44 57 66, faut pas l'appeler. Et puis ici, je mettrai par exemple gmail.com. Et la situation familiale, je mettrai célibataire, ça veut dire je mettrai C. Je tape entrée. S'il ne met rien, vous cliquez toujours ici pour voir est-ce que votre table elle est bien remplie. Est-ce que vous mettez des points d'exclamation. Bien, revenons à notre programmation. Moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'il recherche étudiant, regardez, ce que je veux, c'est que lorsqu'il, dans l'événement form load, c'est-à-dire lorsqu'il charge le formulaire, il doit me remplir la grid view, le data grid view, avec toutes les données de la table, étudiante. Bien, je vais aller sur l'événement form load, il n'y en a pas. Page load, form load. Alors, recherche étudiant design, je vais là, quelque part, ici, à l'extérieur. Ça, c'est le panel, ça. Non, ça, c'est le user control load. Ça marche. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos 1 et la vidéo 2, il faut aller les voir pour comprendre ce qu'on fait. Bien. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir afficher des données d'une table dans une base de données distante sur SQL Server par exemple, et de pouvoir afficher ces données-là, de cette table-là, dans un data grid. Premièrement, il faut que je me connecte à la base de données. Deuxièmement, alors il me faut un objet pour me connecter à cette base de données. Deuxièmement, il me faut un objet pour pouvoir faire un select étoile from étudiant. Deuxièmement, il me faut un objet pour transformer ces données-là et de les mettre dans ce data grid view. Parce que ce sont des données SQL avec un système de fichiers SQL Server, c'est-à-dire ils ont leur propre architecture SQL Server. Moi, je suis dans une interface de programmation. Il faut que je transforme ça. Alors, l'idée de Microsoft, à l'aide de l'objet, ce qu'on appelle l'objet ADO.net, ADO.net, c'est un objet qui a été créé spécifiquement pour se connecter à des données externes, que ce soit des bases de données SQL Server, Oracle, Access, des fichiers XML, et il y a même d'autres types de fichiers qu'on peut utiliser. Mais nous, on va utiliser que la partie SQL Server et la connexion à une base de données SQL Server. Pour pouvoir utiliser cet objet ADO, il nous faut deux bibliothèques, ce qu'on appelle en VB des espaces de nom. On appelle ça des espaces de nom. Alors, pour pouvoir me connecter à la base de données et faire ce que je veux faire, il me faut deux espaces de nom. Je vais monter tout en haut, ici, avant même la classe elle-même. Ça marche? Et je fais import, qu'est-ce qu'il me dit là? Import, avec S à la fin. D'accord? Système point data, ça c'est mon premier espace de nom. Système point data. Le deuxième espace de nom que vous devez importer, c'est système point data
pour SQL client. Celui-là, il est spécifique pour SQL Server. Je fais import système point data point SQL client. Oui. Notre base de données que nous avons créée est enregistrée dans le dossier, dans le même dossier que notre programmation. Non. Obligé. SQL Server, c'est un serveur de base de données. C'est un serveur de base de données. Toi, tu accèdes au serveur. Et c'est le serveur qui s'occupe où est-ce qu'il a caché tout ça. D'accord? Ce n'est pas un fichier Access que tu dois mettre à côté. Non. Même le fichier Access, tu n'es pas obligé de faire. Alors, je fais import system.data et je fais import system. Il faut bien retenir ça. System.data.SQL client. Ça, c'est comme les bibliothèques en C. Les include, stdio.h et ainsi de suite. Pour que vous puissiez travailler avec des objets, ces objets-là, ils sont dans des bibliothèques, et pour pouvoir accéder à ces objets dans ces bibliothèques, il faut les faire monter au niveau du programme, pour qu'il arrive à les utiliser. Alors, import, avec S, le premier espace de nom dont on a besoin, c'est système. Il n'y a pas que ça dans les espaces de nom, il y a énormément d'espaces de nom. Mais pour le moment, on a besoin que ça. Import system.data, et là, import system.data.SQL client. Bien. Alors, pour me connecter, alors je me mets là. Regardez bien. Je me mets là. Alors, je vais faire des commentaires. Alors, pour mettre ça en commentaire, vous cliquez sur la ligne, vous cliquez ici, là. Vous voyez le petit truc là avec le plus? Vous allez le voir? Là, avec le plus. Voilà. Je clique. Et en VB, il met une apostrophe. Une apostrophe rend tout ce qui reste en commentaire. Je mets une autre ici. Je fais copier-coller. Et là, je vais me mettre là, ici. Je vais mettre un petit pipe. Ça, c'est juste de l'esthétique. Et pour pouvoir retrouver votre code plus rapidement. Je fais ici déclaration. Ma façon de faire est la suivante. Je découpe mon programme et je le commente pour que je puisse le lire plus rapidement lorsque j'ai pris du temps à le lire. Maintenant, ici, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de me connecter à une base de données. Pour ceci, j'ai besoin d'un objet de type SQL Connection. SQL Connection, c'est un objet intégré dans system.data.SQL client. Pour le déclarer, je fais dim, je l'appelle comme je veux, c'est une variable de type SQL Connection. Alors je vais l'appeler con, ça veut dire connection, as, et je ne le déclare pas en tant qu'objet, je ne le déclare pas en tant que variable, je le déclare en tant qu'objet. Égal as new, et je fais SQL Connection. Je clique à l'extérieur. Il m'a créé un objet de type SQL Connection. C'est cet objet-là qui me permettra de me connecter à ma base de données. Il n'y a aucun autre objet qui me permet de me connecter à une base de données SQL Server, sauf ce type de variable. Alors, vous avez l'habitude de créer des variables de type integer, de type string, de type date, de type ceci. Lorsque vous évoluez dans le langage de programmation de 4e génération, ils sont équipés, et pose-moi ce stylo. Voilà. Ils sont équipés, ils sont mieux équipés parce qu'ils font beaucoup d'autres choses que vous faites des while, des for, vous arrêtez là. C'est du procédural, c'est un langage de programmation procédural. Celui-là, c'est un langage de programmation qui est visuel, c'est-à-dire vous créez des formulaires, des textbox et ainsi de suite. Et c'est un langage orienté objet, c'est un langage qui vous permet l'accès aux données, et il est équipé avec ses propres moyens. Alors tout ça, c'est transparent pour nous. Qu'est-ce que c'est ce type de variable? Pour nous, on ne se pose même pas la question. C'est un objet qu'on va utiliser. Alors notre objet s'appelle con. J'ai besoin d'un deuxième
objet. Cet objet-là, ça s'appelle l'objet commande. L'objet SQL commande, c'est celui qui est capable de supporter une requête SQL. Remarquez que je suis ici dans un langage de programmation. Et la base de données, elle est tranquille, elle est toute seule. L'objet qui est capable de lire une requête SQL, il existe dans la programmation. Il faut le créer pour pouvoir l'utiliser. Je vais le déclarer. dim, c'est un objet de type commande. On appelle ça des commandes. Je vais l'appeler CMT. Ça, c'est le nom que je lui ai donné. As new SQL command. Il le reconnaît. Il a mis en bleu, ça veut dire tout va bien. Il l'a retenu. Il l'a retenu grâce à cet espace de nom. Regardez, je vais faire ça. Regardez, je vais faire ça en commentaire. Il ne va pas être pris en considération. Espace de nom. Si je clique, il va me souligner ça. Il va me dire, mais qu'est-ce que quoi tu me parles? Pourquoi? Si je veux que ça marche, par exemple, et ne pas mettre ça, il fallait faire as new system.data.sql client.sql connection. Alors, pour éviter de réécrire toute cette phrase à chaque fois que je déclare un objet, j'importe l'espace de nom et je suis tranquille. Ça marche. J'enlève le commentaire, il dit rien. Il le reconnaît. Parce qu'il a remonté la bibliothèque. Alors ça, on avait dit que pour se connecter à une base de données distante. Ça, c'est pour supporter le select que je vais faire. Maintenant, pour pouvoir transformer le résultat du flux, tu as fait un select étoile, il t'a donné 30 lignes. Pour pouvoir prendre le flux de données, ça veut dire les enregistrements que vous avez fait, que vous avez pris dans le select, et de pouvoir les transformer en mémoire. Il y a un objet qui s'appelle l'objet dataset. Cet objet-là, c'est quoi? Cet objet-là, c'est un système de fichiers en mémoire qui est capable d'être rempli par des données. D'accord? C'est comme une base de données virtuelle intermédiaire. Alors, dans une base de données, on peut mettre des tables. Dans un dataset, on met des data tables. Tout ça, c'est transparent pour vous. Vous n'allez pas ouvrir le dataset comme ça, comme on fait. Non, il n'y a rien. Vous ne voyez rien. Vous le créez. Vous savez que vous allez le remplir. Vous allez prendre les données qui étaient dans la table et le mettre dans un data table. Dans ce dataset. C'est tout. Et après, vous prenez ce data table et vous le connectez à votre data grid view. Et il remplit le data grid. Alors, on va créer cet objet. Dim, on va l'appeler ds as new data set. Voilà. Alors, si j'enlève cet espace de nom, regardez. Il est aussi dans le SQL client. Bizarre. Il ne dit rien. Bizarre. Il reconnaît le dataset. Bon, d'accord. As new dataset. Alors, l'objet SQL connection, il me permet d'accéder à la base de données. L'objet SQL command, il me permet de supporter le select from la table qui était à l'intérieur de la base de données. L'objet dataset, c'est ce select-là, le résultat de ce select, je vais créer dans le dataset un data table, je vais lui donner le nom que je veux. D'accord? Mais, pour pouvoir transformer le résultat de ce select et de créer un data table à l'intérieur du dataset, il me faut un interpréteur, un adaptateur de données. C'est comme ça, c'est l'architecture qui l'impose. Je prends le select, je le transforme en data table, il me faut un objet pour faire ça. Ça s'appelle l'objet data adapter, un adaptateur de données. Alors je vais le déclarer, dim
Je vais l'appeler DA, Data Adapter, as new SQL Data Adapter. Vous voyez, il est reconnu, on est tranquille. Alors, j'ai tous les moyens pour remplir un data grid view pour le moment. J'ai un objet connection pour me connecter à la base. J'ai un objet commande qui est capable de supporter une requête SQL. J'ai un objet data adapter pour adapter ces données-là qui viennent de la base de données. Et j'ai un objet dataset dans lequel je vais créer un data table dans ce dataset. Bien. Première chose que je vais faire pour pouvoir remplir ce data grid view. La première chose que je dois faire, je dois me connecter à la base de données. Parce que dans mon serveur de base de données, regardez, j'en ai plusieurs. Regardez combien de bases de données j'ai. Énormément de bases de données. Il faut que mon objet connection, mon objet con, je vais lui dire tu te connectes à cette base de données. On l'a appelé comment? GSUP. Je vais lui dire de se connecter au serveur et d'aller dans le serveur et de se connecter à GSUP. C'est ça l'objectif de mon objet con qui est de type SQL Connection. Alors regardez, pour lui dire ça, il faut que je lui affecte une chaîne. Alors je vais le faire dans le form load, ici, dans le load, l'événement load. Pour lui dire ça, l'objet SQL Connection, que nous on l'appelle con ici, qu'on a déclaré con, a une propriété qui s'appelle connection string. Si je traduis, c'est connection string. Si je traduis, c'est la chaîne de connexion. Je lui donne des paramètres et il arrive à se connecter. Ce sont des objets quand même lourds. Ce sont des objets qui évoluent et ça nous facilite la tâche aussi. Alors je fais con point, regardez, connection string, il la reconnaît, est égal. Alors, la connection string, c'est une chaîne, je la mets entre deux guillemets. Normalement, il a 5 paramètres. Mais pour nous, 3 suffisent. Parce que à l'installation de SQL Server chez moi, pour mon SQL Server, j'ai mis une installation avec une authentification Windows. Vous savez ce que c'est? Quand vous installez SQL Server, vous choisissez est-ce que vous allez installer SQL Server avec une authentification Windows, ça veut dire automatiquement il vous reconnaît à partir de votre session Windows. Ou vous faites une installation mixte, ça veut dire qu'il faut mettre un compte et un mot de passe à l'intérieur de quand vous remontez SQL Server pour que vous puissiez vous connecter. Moi j'ai une connexion Windows, ce que tout le monde a d'ailleurs. Vous devriez avoir la même chose. Vous vous connectez directement sur SQL Server. Il ne vous demande pas de contenu de mot de passe. Bien. Alors, il faut que je lui dise sur quel serveur il va se connecter. C'est data, espace, source. Ça, c'est le nom de mon serveur. Alors, pour avoir le nom de mon serveur, je peux faire localhost, ça veut dire le serveur local. Je peux faire point, ça veut dire le serveur local. Comme je peux prendre le nom de mon serveur ici, regardez, je vais monter là. Ça, c'est mon serveur, il s'appelle userpc. Vous voyez, chacun de vous aurait un nom de serveur peut-être différent. Je vais faire touche droite et je vais faire propriété du serveur sur le serveur et je vais copier le nom de mon serveur ici. Vous voyez, C, je ferme et je vais aller ici et je vais le mettre là. Alors moi j'ai du mal à, des fois je ne mémorise pas lequel est le nom du serveur et lequel est le nom du base de données, mais bon, si ça ne marche pas je vais les changer. Data source, je mets le nom du serveur et je fais initial. Attention aux erreurs d'écriture. Initial, espace, catalogue. Il s'écrit sans U. Hein. Initial catalogue. 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 Initial, catalogue. Et là, je mets le nom de ma base de données. Alors, je vais aller sur ma base de données. C'est G quelque chose, c'est ça?
G sub, celle-là. Alors, je le mets là, je fais comme je suis paresseux, je fais copier et ça m'évite de faire des erreurs gratuites. Ça, c'est le nom du serveur, data espace source. Le nom de ma base de données, je crois, c'est initial catalogue. Et là, je lui donne le nom. Je les sépare avec un point virgule. Le troisième paramètre ici, c'est le mode d'authentification. Ici, j'ai Windows. D'accord? Ici, j'ai un mode d'authentification sur SQL Server Windows. C'est que vous aurez, la majorité des gens aura. Je fais integrated espace integrated espace security comme ça est égal à true. Integrated security égale à true. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour me connecter à ma base de données. J'ai fait le nom du serveur, data espace source, point virgule, le nom de ma base de données, initial catalogue, et le type d'authentification, integrated security égale à true. Tout le monde apprend ça. Il n'y a rien à comprendre. Une chaîne de connexion, il vous faut au minimum 3 critères. Maintenant, si vous avez un compte et un mot de passe sur la base de données, il faut mettre user ID égale, et vous mettez le nom de l'utilisateur, password est égal à ceci. Mais nous, ça nous suffit pour nous connecter. Et pour ouvrir cette connexion, je fais comme point ouvrir open. Voilà. Je lui ai dit point open, ouvre-moi cette. Alors, je vais exécuter. S'il y a un problème, de connexion, il va me le dire. J'exécute. Il réfléchit. Voilà. Il m'a exécuté. Je clique sur étudiant. Il va m'afficher la recherche des étudiants. Alors, ces interfaces, on les a créées dans la vidéo numéro 1, je crois. Hein, dans le TP1, on avait créé ces interfaces. Il faut aller voir ça pour les gens qui suivent la chaîne. Il dit rien. Ça veut dire que je me suis connecté. S'il y avait une erreur, regardez ce qui se passe réellement. Regardez. Je vais aller sur le code. Je vais aller faire un point d'arrêt. On va faire un point d'arrêt ici. Regardez, je vais aller sur professeur. Et quand je clique sur étudiant, il va aller sur là. Regardez, je peux me déplacer avec F11, ligne par ligne. Je fais F11, il passe ici. Il passe open. Il dit rien. Ça veut dire qu'il a vraiment trouvé le serveur. Et il a vraiment trouvé la base de données. Ça veut dire que ma chaîne elle est correcte. Si j'avais mis une erreur, il m'aurait posé des problèmes. Je vais aller ici par exemple et je vais lui donner un serveur bizarre. Où est-ce qu'il est le clic? Je vais lui donner un serveur bizarre. Il ne veut pas. Je vais l'arrêter. Par exemple. Et
je vais exécuter. Je clique sur étudiant, je fais F11, hop, il me sort une erreur. Il va me sortir une erreur. Voilà, il me dit, voilà, une erreur liée au réseau spécifique de l'instance s'est produite, l'établissement d'une connexion SQL Server. Le serveur est introuvable. Je lui ai donné un nom de serveur qui n'existe pas, un nom de serveur SQL Server qui n'existe pas. Il me dit, je ne l'ai pas trouvé. Ça marche? On revient, on remet notre serveur tel qu'il était. Jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté à la base de données qui s'appelle, initialisateur qui s'appelle GSUP, à l'intérieur du serveur qui s'appelle User PC. Ça marche? Bien. Je me suis connecté, ça veut dire que maintenant, j'ai accédé à ma base de données. Alors, je peux aller vers la table. J'ai accédé à ma base de données GSUP, je peux aller vers la table étudiant. Et de prendre les valeurs qui sont dans la table étudiant. À l'aide de quel objet on avait dit? Voilà. Celui-là, je l'ai consommé. Pour faire un select étoile, par exemple, from étudiant, c'est celui-là qui est capable de le faire. C'est mon objet commande. Mon objet SQL commande, qui s'appelle, ici, qui s'appelle CMD. On y va. Alors, je vais lui dire CMD. Point. Premièrement, cet objet-là, pour qu'il arrive à atteindre la table étudiant, il faut qu'il passe par la connexion. Je fais cmd.connection égale à quoi? Quelle variable? Celle-là, con. Parce que c'est con qui s'occupe de ma connexion. C'est cette variable-là qui s'occupe de la connexion. Et pour lui dire quelle connexion je vais utiliser, parce que je peux avoir plusieurs connexions et chacune elle va sur une base de données. Rien ne m'empêche. Il faut lui dire quelle connexion. C'est cette phrase-là, cmd l'objet commande .connection égale à con, pour qu'il puisse exécuter la requête que je vais lui donner tout à l'heure sur cette base de données. Là, sur GSUP. Oui, il faut que je l'équipe, il faut que je lui dise ce que je vais te demander de faire, tu vas le faire sur GSUP. Pour qu'il le sache, il faut que je lui affecte la propriété connection. Je fais l'objet commande, .connection. Ça, c'est un mot qu'il reconnaît, hein, .connection. Oui, là. .connection égale à con. Et je vais maintenant lui donner la requête SQL. C'est cmd. Point commande là. Bon, allez, arrête. cmd. Commande texte. Là, je vais mettre la requête SQL. Select étoile from étudiant. C'est le texte SQL que tu vas mettre dedans. Moi, ce que je veux? Je veux afficher dans mon data grid view la liste de tous les étudiants. Si j'étais sur SQL Server, qu'est-ce que j'aurais écrit? Select étoile from étudiant. Oui ou non? Ça marche? Maintenant, ici, je suis à l'extérieur. J'ai fait, je lui dis à mon objet commande, voilà, tu as la connexion avec laquelle tu vas te connecter à la base de données. Maintenant, tu me retournes le résultat d'un select étoile from étudiant. Moi, je veux afficher les données de la table étudiant. Et bien, pour le faire, c'est la propriété commande texte de l'objet commande. C'est md.commande texte. Ça veut dire le texte de la commande. Et là, je fais, comme dans SQL Server, select étoile
from, je ne me casse pas la tête, from, copier, et j'écris ici, from étudiant. Jusque là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté à la base de données et j'ai écrit un select étoile from la table étudiant. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je dois prendre le résultat de ce select et de le mettre dans un data table que je vais appeler DT étudiant par exemple, juste pour avoir le même nom. DT étudiant qui sera dans le dataset DS. Je vais créer un data table qui s'appelle DT étudiant. Dans le dataset, on avait dit que le dataset c'était la base de données virtuelle. Le data table c'est l'équivalent de la table. C'est pas une table, mais c'est comme une table. Je vais lui dire ce résultat-là, de ce select-là, tu vas me créer avec un data table qui s'appelle DT étudiant et tu vas me le mettre dans le dataset qui s'appelle DS. Pour qu'il puisse faire ça, il me faut l'interprète qui est le data adapter. Il me faut un adaptateur de données. Pour que ce data adapter, première chose, qu'est-ce qu'il va adapter? Les données que l'objet commande lui a données. Vous voyez, on le fait par étapes. On commence par l'objet connection, on l'équipe. Très bien. On passe à l'objet commande, on lui donne la connexion qu'on avait créée tout à l'heure, on lui donne la requête SQL qu'il faut qu'il exécute. Maintenant, il faut que j'interprète tout ça et que je le mette dans le data table, qui est en mémoire d'ailleurs du serveur, qui est en mémoire du programme. Je fais DA.select. Vous voyez que moi aussi j'apprends. .select commande. Et là, je lui donne CMD. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai équipé l'objet commande et je l'ai donné à cet objet data adapter. Il le prend avec tout ce qu'il y a dedans. DA, c'est mon objet data adapter. C'est celui-là. J'avais déclaré tout à l'heure, dim DA as new SQL data adapter. C'est l'adaptateur de données. C'est celui qui est capable de transformer un flux SQL, le résultat d'un select, et de pouvoir créer un data table dans un dataset. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? C'est celui-là. Eh bien, je vais lui dire à mon adaptateur de données, crée-moi un data table. D'accord? Crée-moi un data table qui s'appelle DT étudiant. Ça marche? Dans le dataset qui s'appelle DS. Pour dire ça, on a une seule phrase. Alors, DA c'est quoi? Le data adapter. Point fill. J'ouvre une parenthèse, je lui dis, tu me crées où? Dans le dataset, plutôt, DS, virgule, regardez ici, fill, alors le dataset, je vais ouvrir la parenthèse, il va me donner, regardez, il me dit, la deuxième surcharge, il me dit n'importe quoi, voilà. Je lui donne le dataset DS, virgule, et là, il me donne le data table que je vais mettre à string. Regarde ici. Le nom du data table, je ferme, le nom du data table, je le mets entre, le nom du data table, je le mets entre, qu'est-ce qu'il me dit là? Le nom du data table, je le mets entre guillemets. Le nom du data table qui va me créer, je le mets entre guillemets. Je l'appelle par exemple DT étudiant. Moi, j'ai choisi de lui donner son nom pour savoir que mon data table, il représente la table étudiant dans la base de données GCP. Vous pouvez lui donner les noms que vous voulez. Mais nous, on travaille avec certaines normes et tout le monde va nommer de la même façon.
Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau-là, j'ai un data table qui s'appelle DT étudiant, qui est dans le dataset DS, rempli avec les données du select étoile from. Alors, le data table, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le DA.fil de DS DT étudiant, cette phrase-là, il me crée un data table qui est exactement l'image de la table étudiant, avec tous les champs qu'il y a dedans. Ça veut dire que je vais me retrouver avec une data table là où il y a le numéro d'étudiant, le nom, le prénom, tout ce qui était dans la table étudiant, il le crée en mémoire, sous un format de fichier différent de la base de données. Mais tout ça, c'est transparent pour nous. Il faut que vous le sachiez. Il faut que quand je fais DA.fil de DS, ça c'est le nom du dataset et ça c'est le nom du data table, il va me créer un data table qui ressemble exactement à la table étudiant, format et données. Ça veut dire les champs, tous les champs, et les données, ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il me reste? Il faut que je dise, d'abord, en une seule phrase, je remplis le data grid view. Je vais dire, le data grid view, c'est un objet lié. C'est un objet qui peut être lié. Ça veut dire qu'il a une propriété, ce qu'on appelle la propriété data source. Cette propriété data source, je lui dis, ce data grid là, voilà son data source, c'est ce data table. Et il lui est fourni en données. Regardez, je fais DGV, comment il s'appelle, mon data grid view, DGV étudiant, point, data source est égal, logiquement, je dois lui donner ça, DT étudiant. Mais comme mon dataset, dans mon dataset, je peux créer plusieurs data tables différentes. J'aurai du DT étudiant, du DT professeur, du DT je ne sais quoi. D'accord? Il faut lui dire laquelle. Quelle data table va remplir ce data grid view. Étudiant. Alors, je fais DS, qui est mon DS, c'est quoi? Mon dataset. Point tables. Et là, je mets entre parenthèses point tables de ça. En fait, qu'est-ce que je lui ai dit? Comme ici, je pouvais lui faire DS directement, il marchera. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul data table dedans. Mais comme, à force de travail de remplir à droite et à gauche plusieurs de recherches, vous allez faire des étudiants, des professeurs, ainsi de suite, les data tables, ils restent. Ils restent dans les datasets. Il faut lui dire laquelle il va utiliser. Laquelle de ces data tables il va utiliser. Et bien c'est comme ça. Il faut lui dire ds.tables et vous lui dites ce data table parmi les data tables qui sont dans le dataset DS. Si j'ai fini, il faut que faut pas engorger le serveur, parce que la connexion, il prend un canal sur le serveur SQL Server. Ça, ce qu'on avait fait. Il faut la fermer, cette connexion. Voilà. Con, ça doit être con.close. J'ai fini. Je vais voir. Est-ce qu'il m'affiche? Voilà. Alors, oui, moi, les données qui étaient dans la table. Je vais en rajouter. Regardez. Je vais rajouter ça. Ajouter une deuxième ligne, par exemple. Si, on peut le faire. Il faut être patient. Par exemple, tu t'appelles comment? Hein? C'est quoi? Un chef qui va passer à YouTube. Asfas. Allez, tu passes à YouTube. Yassine. Je garde les mêmes adresses. Hein. Les autres données ne m'intéressent pas. Alors, je vais exécuter. Regardez, comme j'exécute, je clique sur étudiant et là j'ai deux qui s'affichent.
les deux données qui étaient tranquilles dans la base de données et que je suis en train d'afficher dans le data grid view. Regardez que celui-là, il est tellement séparé sur la base de données. Bien. Alors, je vous laisse le soin de faire ça pour remplir ce data grid view à partir de la table étudiée.